Salut, c'est Perrine de la boîte à bac. Si tu regardes cette vidéo en 2024, ton mois de juin s'annonce bien rempli. Voici quelques dates à ne pas louper. Mon anniversaire et le lancement officiel de l'euro le 14, le bac de SES évidemment vers le 20, et avant ça, si tu as déjà 18 ans, tu seras invité à voter aux élections européennes. Si tu avais la grande chance d'être né en Belgique, tu pourrais voter même si tu n'es pas majeur. Papa est dans quel pays là? En Belgique, La Belgique qui est? le plus beau des pays. Et oui, au pays des frites et du chocolat, le droit de vote pour les élections européennes, c'est à partir de 16 ans. Ce sont les élections qui, historiquement, enregistrent le taux de participation le plus bas en France. Parce que les gens ne savent pas vraiment pourquoi ils votent. Là, je suis dans quel pays? Dans la France, La France, c'est un pays de gros? de gros abrutis. Et les étoiles, là, elles sont belges? Évidemment qu'elles sont belges, les étoiles. Mais papa, la Terre, elle tourne. Le but de cette vidéo n'est pas de résoudre ce mystère, mais bien de comprendre pourquoi le projet le plus ambitieux du monde, que dis-je, de la galaxie, est aujourd'hui remis en cause. Au programme, nous commencerons par voir les grandes étapes de l'intégration européenne, puis nous verrons plus en détail les objectifs et les limites de la politique de la concurrence. Pour la partie sur les politiques conjoncturelles et les défis qu'elles soulèvent, on se retrouve dans l'appli La Boîte à Bac, disponible sur Android et Apple. Tu y trouveras également une cinquantaine de questions sur chaque chapitre, des vidéos de méthodologie, bref, tout ce qu'il te faut pour réussir en SES et dans les autres matières. On te donne même un accès gratuit à 5 contenus de ton choix par matière. Donc n'hésite pas, va vite la télécharger. Et maintenant, commençons ce chapitre par un peu d'histoire. Quelles sont les grandes étapes de l'intégration européenne? Pour comprendre comment et pourquoi a émergé l'idée d'une Union européenne, il faut se remettre dans le contexte d'après-guerre. En 1945, l'Europe est ravagée. Les relations entre l'Allemagne et les autres pays sont plus tendues que jamais, et les dirigeants politiques de l'époque se disent que ce serait quand même plus sympa si on ne se tapait pas dessus tous les 25 ans. L'idée était que si les pays étaient plus dépendants économiquement, la paix durable sur le continent serait assurée. En France, Jean Monnet et Robert Schuman proposent dès 1950 la création d'une organisation européenne ayant pour objectif de mettre en commun les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La déclaration Schuman débouche sur la signature du traité de Paris en 1951 qui crée la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. 6 pays sont signataires de ce traité. La France évidemment, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Bien que l'objectif de départ était plutôt politique, la dimension économique va gagner en importance avec la signature du traité de Rome qui fonde la CE, la Communauté économique européenne. La CE a pour objectif de créer un marché commun, c'est-à-dire une zone de libre-échange où les marchandises circulent librement, ainsi qu'une union douanière qui est un accord commercial concernant les tarifs douaniers avec les pays tiers, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas signé le traité. Ça, c'était le projet. En réalité, il a fallu attendre plus de 10 ans pour que des tarifs douaniers communs soient mis en place et encore 10 de plus pour que soit effective la libre circulation des marchandises. Pendant qu'ils se mettaient d'accord sur ces sujets, nos pays fondateurs se sont dit que plus on est de fous, plus on rit, et que ce serait sympa d'inviter quelques petits camarades de jeu. En 1973, c'est le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande qui rejoignent l'Union, et dans les années 80, c'est le soleil qui s'invite avec l'arrivée de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal. Après que ces pays se soient débarrassés de leurs chers dictateurs, évidemment. Pour fêter ça, ces 12 pays signent l'acte unique en 1986. Celui-ci prévoit la mise en place d'un marché unique ainsi que la libre circulation des marchandises, mais aussi des services, des capitaux et des personnes. Il prévoit également la mise en place d'institutions et de politiques communes. La mise en œuvre concrète de tout cela devra encore attendre quelques années car certaines harmonisations étaient nécessaires. Il est important que cette expérience internationale soit une grande réussite. C'est bien parti. Le traité qui lance réellement l'intégration européenne est le traité de Maastricht, signé en 1992, qui transforme la CE en UE, l'Union européenne. Il va plus loin que le marché unique car il pose les bourgeons d'une union économique mais également monétaire, en prévoyant l'adoption d'une monnaie unique.
Évidemment, cela supposait encore plus d'harmonisation entre les États membres. Déjà à l'époque, l'économie de la Grèce et de l'Allemagne avait quelques différences. Your party promised the voters you'd wipe out the debt. There are electoral promises and there's reality. Meaning? I want to negotiate the restructuring of the debt, forgiving part of it, and putting an end to austerity so the economy can grow again. They won't let you do that. Le traité prévoit donc des critères de convergence pour les pays candidats. En gros, tout pays qui souhaite adopter la monnaie unique doit respecter ces critères. Un déficit public inférieur à 3% du PIB et une dette publique inférieure à 60% du PIB. Les pays candidats devaient également maîtriser leur inflation et leur taux de change pour démontrer que leur monnaie était stable. Ces critères de convergence ont été repris en 1997 dans le pacte de stabilité et de croissance. Entre-temps, c'est la Finlande, l'Autriche et la Suède qui ont rejoint l'Union en 1995. Le pacte de stabilité et de croissance a pour but de soumettre les États à une certaine discipline budgétaire en vue de l'adoption de la monnaie unique en 1999. L'euro a été officiellement mis en circulation en janvier 2002. Tu ne t'en souviens pas, forcément, tu n'étais pas né. Moi, j'étais en terminale et je me souviens de l'engouement suite à l'arrivée de cette monnaie unique et le désarroi de ma pauvre mamie qui s'en mêlait les pinceaux dans les conversions. Avec l'arrivée de cette monnaie unique, il fallait créer une institution pour la gérer. La politique monétaire de l'euro a été confiée à la BCE, que je ne te présente plus. Une banque centrale supranationale et surtout totalement indépendante des États membres. Vérifions que tu as bien suivi. En 2002, il y a 15 pays dans l'Union européenne, mais tous n'ont pas envie d'abandonner leur monnaie unique ou alors ils ne remplissent pas les critères de convergence. La zone euro débute donc son aventure avec 11 pays. Depuis, l'UE a continué son élargissement. Le plus gros, c'était en 2004. Ça aussi, je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, j'étais en Sciences Po. Et une de mes questions d'examen, c'était de savoir les citer. Déjà à l'époque, c'était compliqué. Donc je suis sympa, je te mets une petite carte. Ces 10 pays étaient donc la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, Malte et Chypre. En 2007, ce sont la Roumanie et la Bulgarie qui rejoignent l'aventure, et en 2013, c'est au tour de la Croatie. Aujourd'hui, l'Union européenne compte donc 27 membres après la sortie du Royaume-Uni suite au Brexit. La zone euro, elle, compte 20 pays, depuis que la Croatie a adopté la monnaie unique en 2023. Oui, je sais, ça fait beaucoup de dates et de pays, mais ne t'inquiète pas. Les concepteurs de l'épreuve de SES sont plus sympas que mes profs de Sciences Po, donc tu ne dois pas retenir tout ça. Enfin, tu dois quand même retenir quelques trucs. Je veux bien être sympa, mais l'épreuve de SES, c'est quand même 16% de ton bac. Tout d'abord, tu dois savoir expliquer les effets du marché unique sur la croissance. Tu peux commencer par rappeler tous les avantages du libre-échange que nous avons vus dans le chapitre sur le commerce international avec la théorie de Ricardo. La taille du marché permet aux entreprises de réaliser des économies d'échelle, source de gains de productivité et donc de baisse des prix. De plus, la hausse de la concurrence dans le marché intérieur est potentiellement source d'innovation, ce qui permet d'améliorer les produits existants ou d'en créer de nouveaux. Enfin, la suppression des droits de douane au sein de l'Union européenne permet une baisse des prix pour les consommateurs et donc une hausse de leur pouvoir d'achat. Bref, en théorie, que des avantages. En pratique, certains pays ne semblent pas vraiment convaincus, ce qui explique qu'après le Brexit, d'autres pays envisagent de sortir de l'Union européenne. Si stava meglio con la lira perché c'era una sovranità monetaria. Qui siamo poveri e in Germania sono ricchi, in Francia sono ricchi, in Belgio sono ricchi. Enfin, ce sont surtout des pays où l'extrême droite est au pouvoir, mais ce n'est pas au programme, donc passons. Tu dois donc retenir que l'Union européenne s'est construite en plusieurs grandes étapes. Chaque étape permettant d'aller un cran plus loin dans l'intégration. D'abord, une zone de libre-échange qui permet la libre circulation des marchandises. Ensuite, une union douanière qui ajoute le fait d'avoir des tarifs extérieurs communs pour les pays tiers. Ensuite, un marché commun qui ajoute la libre circulation des personnes et des capitaux. Puis une union économique avec l'adoption de politiques communes. Et enfin, une union monétaire avec l'adoption de la monnaie unique. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est plus de 450 millions de consommateurs. Afin qu'il y ait un peu de cohérence dans ce vaste marché, il fallait mettre en place des politiques économiques au niveau européen. La politique de la concurrence est l'une d'entre elles. Voyons sans plus attendre ses objectifs mais également ses limites.
En quoi consiste la politique de la concurrence? Promis, pas de date ou de liste pays dans cette partie. D'ailleurs, tu as certainement déjà dû entendre parler de la politique de la concurrence en première, dans le chapitre sur la concurrence, le monde est bien fait. La Commission européenne a la compétence exclusive pour la mise en œuvre du droit de la concurrence dans l'Union. Cela signifie que seule l'Union européenne peut légiférer dans ce domaine et que les États peuvent mettre en œuvre des politiques pour autant qu'ils respectent les dispositions européennes. Chaque État membre possède donc une autorité nationale de la concurrence qui met en œuvre les politiques décidées au niveau européen. En France, c'est l'autorité de la concurrence. Le visage de cette politique au niveau européen, tu l'as certainement déjà vu à la télé ou en couverture de journaux. Sur TikTok, je suis pas sûre par contre, je t'avoue. Il s'agit de Margrethe Vestager, une Danoise. Cela fait 10 ans qu'elle œuvre pour garantir une concurrence libre, loyale et non faussée au sein de l'Union européenne. Margrethe et la Direction générale de la concurrence surveillent particulièrement les entreprises pour éviter qu'elles n'obtiennent un pouvoir de marché trop important qui nuirait à la concurrence. Dès lors, elle sanctionne les abus de position dominante, dont le champion toute catégorie est Google, dernière amende en date, 2,4 milliards d'euros. La Commission européenne lutte également contre les ententes illégales. Tu as dû entendre parler du cartel des yaourts, des camions ou encore des lessives. Ici aussi, les amendes sont salées. 2,9 milliards d'euros pour le cartel des camions. On avait tout à notre botte. On graissait la patte aux flics, on graissait la patte aux avocats, on graissait la patte aux juges. Tout le monde venait faire la quête. Tout était à celui qui le prenait. Et tout ça, maintenant, c'est fini. Dans les deux cas, l'Union européenne intervient parce que les entreprises abusent de ce pouvoir de marché pour augmenter leurs profits, et ce, au détriment des consommateurs. Petite remarque en passant, il faut noter que la Commission européenne encourage la délation avec la politique de clémence. Le principe est simple. Dans un cartel, qui est donc illégal dans l'Union européenne, celui qui dénonce les autres ne payera pas l'amende. C'est ainsi que MAN, constructeur de camions filiale de Volkswagen, a échappé à l'amende de 2,9 milliards d'euros en 2016, car c'est lui qui a dénoncé l'entente sur les prix pratiquée avec Volvo, Renault, Daimler, Iveco et DAF. Enfin, la Commission européenne surveille les opérations de fusion et d'acquisition des entreprises afin d'éviter que la nouvelle entité n'ait trop de pouvoir de marché. Tout projet de concentration d'entreprises doit être validé par la Commission. Ainsi, l'acquisition d'Alstom, dont le siège est situé en France, par Siemens, dont le siège est situé en Allemagne, n'a pas été acceptée par la Commission car l'entreprise aurait eu un pouvoir de marché trop important. Au passage, elle s'en mord les doigts, car aucune entreprise européenne ne peut aujourd'hui concurrencer la montée en puissance des Chinois de CRRC, leader mondial du transport ferroviaire qui s'attaque aujourd'hui au marché européen. C'est une des limites de la politique de la concurrence. À vouloir à tout prix éviter les concentrations d'entreprises, Margrethe et les autres semblent avoir oublié qu'il y a aussi des avantages, comme le fait de mettre des savoir-faire en commun pour créer des innovations par exemple. Aujourd'hui, les entreprises européennes ne sont pas uniquement en concurrence avec d'autres entreprises européennes. Et, pour survivre à l'échelle mondiale, nous avons besoin de géants industriels comme Airbus, dont la production est répartie en Europe afin de bénéficier des avantages comparatifs des différents pays. Certains estiment donc que la politique de la concurrence nuit à la compétitivité des entreprises européennes, à l'innovation et même à l'emploi. Cependant, le droit européen permet parfois certaines ententes, lorsque celles-ci vont procurer un avantage économique dont vont bénéficier les consommateurs, tout en préservant la possibilité de la concurrence. Les États sont également dans le viseur de la Commission européenne s'ils essayent de favoriser leur entreprise nationale en leur accordant des subventions, ou s'ils essayent d'attirer des investisseurs étrangers par une fiscalité faible, ce qui causerait du dumping fiscal. Ce sujet est particulièrement sensible, comme le révèle l'affaire des avantages accordés à Apple par l'Irlande. Apple doit rembourser 13 milliards d'euros à l'Irlande. La Commission européenne estime que la société américaine a bénéficié d'aides d'État illégales. La Commission condamne ces mesures, afin d'éviter une concurrence entre les États membres qui essaieraient d'attirer les grandes entreprises en réduisant leurs impôts. Member states cannot give unfair tax benefits
to selected companies. Dans le cas d'Apple, le tribunal de l'Union européenne a annulé cette mesure en 2020. À l'heure où on tourne cette vidéo, on attend toujours la décision de la Cour de justice de l'UE, la plus haute instance juridique dans l'Union européenne. Ici aussi, les critiques fusent, car les États-Unis ou la Chine, oui encore eux, ne se privent absolument pas d'accorder des subventions à leurs entreprises nationales. Enfin, comment ne pas mentionner les GAFAM, contre lesquels la Commission européenne a bien du mal à lutter. Ces géants numériques, souvent en situation de position dominante, peuvent installer leur siège social où ils veulent, privant ainsi les États de recettes fiscales qui seraient bienvenues. De plus, cette position leur permet de contrôler l'accès des utilisateurs, c'est-à-dire toi et moi, à leur réseau. La Commission tente donc de légiférer afin de nous protéger. Par exemple, depuis mars 2024, toutes tes plateformes préférées, Instagram, YouTube, TikTok et les autres, doivent respecter les exigences du règlement sur le marché numérique. À retenir pour cette partie, la politique de la concurrence a pour objectif de garantir une concurrence libre, loyale et non faussée au sein de l'Union européenne. Pour la mettre en œuvre, plusieurs modalités sont prévues. Une politique préventive avec le contrôle des opérations de fusion-acquisition et une politique répressive avec la sanction des ententes illégales, des abus de position dominante et la surveillance des États. Cette politique fait l'objet de plusieurs critiques. Elle nuirait à la compétitivité des entreprises et empêcherait les pays et la zone de mener une réelle politique industrielle permettant de rivaliser avec les puissances économiques émergentes. Elle est aussi dépassée par le développement des géants numériques qui privent les États membres de recettes fiscales en installant leur siège social où ils veulent et dont le modèle économique se fonde sur une position dominante. Comme tu le vois, ce n'est pas évident d'être sur tous les fronts et de garantir une concurrence libre et loyale. Ce qu'il est encore moins, c'est de coordonner les objectifs et les modalités pour des compétences partagées, comme c'est le cas de politiques conjoncturelles. N'oublie pas de venir jeter un coup d'œil dans l'appli pour réviser tout ça. Les résultats des prochaines élections seront décisifs pour définir les orientations stratégiques de l'Union européenne pour les prochaines années, ainsi que sa capacité à gérer les crises. En attendant, l'élargissement continue. Pas plus tard qu'en mars dernier, c'est à la Bosnie-Herzégovine que l'UE a donné le feu vert pour entamer les démarches du processus d'adhésion. L'élargissement à l'Est se poursuit. Il y en a un qui va être content. Finissons sur une note plus joyeuse. L'Europe, c'est aussi l'Eurovision. Je te laisse donc en compagnie de ton compatriote qui défendra vos couleurs en mai prochain. Que le meilleur gagne! I'm not myself, I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not.